à tous. Moi, c'est Amel Zerioui. Je suis une étudiante en bac 2 en technico-commercial. J'ai en ma présence Sheima. Je t'en prie, présente-toi. Je m'appelle Shaima, je travaille pour Tina SBL et je suis chargée de projet et animatrice. On va me présenter. Elle a pas dit je suis Et chargée. nous avons une dernière personne en notre compagnie qui est d'autre que... Nadir. Yeah! Explique du coup... Bonjour à tous, je suis Nadir El Bakali. Je suis un jeune étudiant encore en secondaire en business. Je suis aussi jeune entrepreneur et un futur politicien. C'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup. Donc, pour expliquer en bref, on est des jeunes qui ont pu bénéficier d'un projet en organisation avec TIN et Pack for Youth. Et nous avons pu partir en Hongrie avec un groupe de Hongrois et un groupe de Slovéniens. Et ici, nous avons la possibilité de créer un podcast. Notre thématique du jour, c'est les styles de communication. Est-ce que, Sheima et Nadir, est-ce que vous savez un peu c'est quoi les types de communication? Moi, quand j'entends style de communication, je pense au fait de pouvoir maîtriser sa manière de communiquer dans différents contextes et avec différents types de personnes. Parce que on va pas communiquer de la même manière avec un patron, avec nos parents ou avec nos professeurs. Et je pense que les différents styles de communication nous permettent en fait de nous adapter et aussi pouvoir à certains moments attirer l'attention lorsqu'on fait par exemple un discours, pouvoir régler un conflit lorsqu'il y a une dispute, ou pouvoir aussi défendre ses idées ou pouvoir transmettre un message aux autres. Moi, je partage l'avis de Sheima. Je suis tout à fait... Là, je suis pas concentré sur le truc. Je partage l'avis de Sheima. Ok, merci Nadir. Mais je trouve ce que tu dis, Sheima, c'est hyper intéressant parce que des fois, on est beaucoup plus captivé par la personne, ce qu'elle rejette, sa manière de communiquer en non-verbal. Et des fois, dans son non-verbal, donc l'intonation, pas forcément le contenu, le fond, des fois, elle peut dire n'importe quoi, mais on est tellement captivé parce qu'elle a cette, on peut dire, cette prestance. Moi, j'ai vraiment ça avec une de mes profs d'un de mes cours où des fois, genre, la manière de comment elle va parler ou le vocabulaire qu'elle utilise, l'intonation qu'elle utilise et tout, ça me captive et j'ai envie de, en fait, m'inspirer d'elle et d'avoir ce genre d'éloquence, si on peut dire ça comme ça. Est-ce que tu penses que nous, en tant qu'êtres humains, dans notre quotidien, il y a des moments où on n'a pas de communication? Non, je pense qu'on communique toujours, en permanence. Et en fait, on communique différemment. On va avoir le verbal, le non-verbal. Et en fait, c'est quelque chose de tellement essentiel de savoir parler. D'ailleurs, la première chose quand on va dans un autre pays, qu'on observe, c'est que on ne parle pas forcément la même langue. Quand on parle la même langue, il n'y a parfois pas les mêmes expressions, les mêmes mots pour le même objet. Et en fait, on est directement très perturbé parce qu'on ne connaît pas la langue, parce qu'on ne sait pas communiquer avec les autres. C'est une peur que j'ai, par exemple, moi, toujours quand je vais à l'étranger, quand je pars en vacances, que ce soit en Hollande, en Espagne ou à l'autre bout du monde, c'est de me dire, si je ne connais pas la langue, il faut que je l'apprenne avant d'y aller, ou que j'ai en fait une maîtrise de base, des mots de base, vraiment avoir du vocabulaire qui puisse m'aider, ne serait-ce qu'à m'orienter quelque part, un panneau, enfin lire un panneau, pouvoir me diriger vers un bureau de police, l'aéroport, l'hôpital, c'est vraiment très important. Donc pour moi, c'est essentiel. Et je pense qu'on communique tout le temps. Même, je pense qu'on a des symboles ou même pas une communication dans le non-verbal où des bases se ressemblent. Par exemple, à quelle heure est-il, où on a juste à faire le signe d'une montre ou autre.
que la personne juste en face n'a pas besoin de mots et peut avoir une langue totalement différente pour pouvoir se comprendre. Et justement, ce que tu dis dans le non-verbal, le fait de montrer sa montre pour l'heure, on discutait ensemble tantôt de la communication interculturelle et de son importance. En fait, d'une culture à une autre, d'un pays à un autre, on ne va pas avoir les mêmes codes. Et donc, il y a certains signes, à la fois dans le langage, mais à la fois dans le non-verbal. Il y a certaines choses qui ne vont pas être perçues de la même manière et que c'est super important de connaître les autres cultures, de pouvoir les comprendre, de s'y intéresser et de pouvoir développer une empathie envers la personne avec qui on parle. Je pense, par exemple, à des signes. On a tous appris quand on était plus jeune que, en fait, quand on fait le pouce levé vers le haut, c'est bien, t'as géré. Et on peut le faire de loin, la personne comprend que tout va bien, que ça va, enfin c'est quelque chose de positif, c'est un signe positif. Alors que si on fait ce signe-là ailleurs, ça peut être vu comme une insulte ou quelque chose de mal placé, enfin de déplacé. Et donc c'est intéressant en fait de s'intéresser enfin c'est important de s'intéresser à comment on communique avec les autres et est-ce qu'en fait c'est perçu de la même manière ailleurs dans le monde. Voilà. Aussi de pouvoir de s'intéresser à celle-ci et de pas le prendre de façon personnelle. C'est un peu la même chose que toi avec le pouce. C'est la façon de dire bonjour. Nous, on aura plus facile à faire une bise ou une accolade, alors que la personne, on l'a vu 2-3 fois, alors que chez d'autres, c'est mal vu, c'est déplacé, et que pour eux, un signe de l'Ouest, c'est beaucoup plus... j'ai pas le mot. Ouais, respectueux. Respectueux, voilà. Ouais. Non, clairement, et ça me fait penser à une amie qui disait que chez eux, ils n'avaient pas du tout la culture de faire la bise, qu'ils se faisaient un signe de respect, ils baissaient la tête et ils joignaient leurs mains en signe de respect. Alors qu'ici, même comme tu dis, avec des inconnus, ça va être... en Belgique, ça va être 2 bises. En France, ça va être... ici, c'est 1. En France, ça va être 2. Puis à d'autres pays, ça va être 3, 4. Puis à certains pays, on va faire des bises aux femmes et pas aux hommes. Tout ça, c'est important en fait de pouvoir comprendre ces choses-là, ces codes-là. Et c'est une forme de communication avec l'autre. Il y a certaines cultures où en fait, on ne va pas parler de la même manière à des adultes ou aux aînés qu'on va parler aux jeunes. En fait, il y a certains pronoms, certaines formes de respect, des mots spécifiques qu'on va utiliser pour appeler l'autre. Il y a le vouvoiement qui va qui va être utilisé avec certaines personnes et pas d'autres. Et donc tout ça, c'est important de pouvoir le maîtriser et pour éviter en effet d'offenser ou simplement de par respect en fait de l'autre. Donc c'est vrai que ça c'est un type de communication auquel on pense pas forcément, communication interculturelle, mais qui est d'autant plus important, enfin aussi important que les autres. Et je pense que ce genre de communication au sein d'un environnement plus professionnel, des fois, ça peut porter à des malentendus. Par exemple, moi, j'aurais pas tendance à faire la bise à un homme pour certaines convictions. Et si, dans mon futur travail, je serais menée à fréquenter des collègues ou des clients ou autres, il y aura peut-être ce malentendu du fait que j'aurais pas forcément envie de dire bonjour à cette personne-là parce que c'est un homme ou autre, mais alors qu'en réalité, il se place pas il essaie pas de comprendre peut-être, ou il se place pas sur le fait que c'est quelque chose qui m'est propre à ma culture ou autre. Est-ce que toi, par rapport à moi, tu travailles, tu es dans un environnement professionnel, est-ce que tu as déjà eu affaire à des genres de malentendus ou tu as déjà entendu des malentendus au sein de... Alors, entendu, oui. J'ai déjà entendu, par exemple, des personnes qui directement viennent et sont super tactiles, vont faire la bise, mais pas que. Ils vont prendre comme ça, ils vont toucher sans demander. Moi, je trouve que
être tactile avec quelqu'un, ça ne devrait pas être quelque chose de normal et de banal et d'acquis, parce qu'en fait, on vient dans les limites de l'autre. Je pense qu'il faut toujours demander à la personne si elle est à l'aise, qu'on lui touche l'épaule, qu'on lui touche le bras. En fait, la personne, elle vient, elle envahit quand même notre espace personnel, surtout quand on ne les parle pas. Ou, par exemple, j'ai une collègue, elle a déjà eu un gars qui lui a grippé le poignet, enfin le bras. Enfin, c'est un peu violent, en fait, quand on ne connaît pas la personne. Et en fait, on ne devrait pas pouvoir se permettre de toucher les gens comme ça quand on en a envie. Mais c'est vrai que ça, c'est des choses que j'ai déjà entendues. Moi, personnellement, ce que je fais, c'est que j'estime dans le milieu professionnel, voilà, je ne suis pas avec des amis, je ne suis pas avec des gens que je connais de toute manière. Donc, je ne vais jamais forcément aller faire la bise, etc., à moins que je connaisse la personne et que je sais qu'elle est OK avec ça. Mais moi, je vais tout le temps... et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a des moments où moi, je viens et je vais avancer ma main pour pouvoir dire bonjour à la personne et faire une poignée de main, quoi. Et la personne, en fait, est super étonnée que je tende ma main pour dire bonjour ou pour me présenter. Parce que, voilà, c'est vu comme quelque chose de très formel aussi. Mais je trouve que ça permet aussi de mettre une certaine distance et de rappeler qu'on est dans un contexte professionnel et qu'on est d'égal à égal aussi. Donc je viens, je tends ma main et je dis bonjour. Après, je pense qu'avec le Covid aussi, on avait perdu cette habitude et moi, ça me faisait vraiment plaisir qu'on ne soit plus tous à se faire la bise, à se toucher tout le temps. Et c'est vrai que ça a apporté une autre dimension aussi au fait de dire bonjour. On fait un petit signe de la main, comme ça. Oui, mais je pense dans le contexte professionnel, ça dépend vraiment du cadre dans lequel on est. Si on est avec ses collègues qu'on voit tous les jours, tu vas aller salut, tu fais la bise, tu fais une accolade, évidemment. Des personnes que tu vois à un événement que tu ne connais pas, évidemment, tu vas leur dire bonjour autrement, la manière dont tu vas t'exprimer, tu vas les vous voyer directement. Ça, c'est intéressant aussi dans la communication, la manière dont on s'adresse à l'autre. J'ai tendance à vous voyer les autres, mais les personnes plus âgées que moi vont directement me tutoyer. Alors que je ne leur ai pas dit oui, c'est OK, on se tutoie. Et donc, des fois, revouvoyer la personne permet de remettre la personne dans le contexte. Et puis, il y a des langues dans lesquelles le vouvoiement n'existe pas. En anglais, c'est you pour les plus jeunes, pour les moins jeunes. Et c'est parfait parce qu'en fait, il n'y a pas cette hiérarchie. Mais c'est intéressant comme la manière dont on communique avec les autres peut exprimer un sentiment vis-à-vis de l'autre personne. Quand on parle d'une personne à la troisième personne, alors qu'elle est à côté de nous, ça peut avoir un effet très dégradant. Quand on a une personne qui est beaucoup plus grande que nous et qui vient et qui directement est très agressive dans la manière dont elle nous parle, peut être perçue comme intimidante. Une personne qui vient et qui nous tutoie directement, alors qu'on ne l'a jamais vue, peut donner un sentiment de manque de respect parce que la personne, tout d'un coup, nous parle comme si elle parlait à son ami ou à son collègue. Donc, je pense que la manière dont on communique avec les gens peut vraiment donner une perception de qui on est, de la manière dont on traite les autres aussi. Enfin, c'est très particulier. Mais je vois ce que tu veux dire parce que souvent, on m'a déjà fait la remarque où moi, j'ai le tutoiement très facile. Donc, j'ai pas ce souci à tutoyer les gens et je passe vite du vous au tu. Et on m'a déjà fait la remarque est-ce que tu connais la personne tu la tutoies et tout. Puis je fais non, pas du tout. Mais souvent, ça va être des personnes qui vont être dans les alentours de mon âge. Et je me dis, je vais pas leur donner plus que leur âge en leur vous voyant. Mais c'est vrai que ça peut, pour certaines personnes, être mal vu. Surtout si c'est pour un contexte beaucoup plus professionnel. Alors là, il faudra s'adapter dans sa manière de parler que dans sa manière d'agir. Et aussi faire attention à ses choix de mots. Oui. Moi, j'avais une question, Shaima. Est-ce que tu penses que notre manière de communiquer a un lien avec notre personnalité? Je pense qu'elle a surtout à faire avec la manière dont on a été éduqué, la manière dont on a grandi, le contexte de vie en général.
C'est-à-dire que on n'aura pas la même manière de communiquer en fonction du quartier d'où on vient, de la ville d'où on vient, de la classe sociale dans laquelle on a grandi, des langues qu'on a apprises en général, de la culture, comme on l'a dit plus tôt dans nos discussions. Il y a des choses qui vont être perçues d'une manière dans une culture et pas de la même manière dans l'autre. Et je pense que la personnalité va jouer aussi. Évidemment, une personne qui a une personnalité plutôt extravertie, qui est à l'aise avec les autres, qui a un contact facile avec les autres, va avoir une manière de communiquer totalement différente d'une personne timide, d'une personne plus renfermée sur elle-même. Il y a des personnes qui ça nous arrive de dire oui, mais c'est dans sa personnalité, elle est très directe quand elle parle. Elle est très frontale. Parce que ce sont des personnes qui vont dire les choses de manière plus crue, qui vont moins enrober. Ça, je pense que c'est totalement lié à la personnalité, mais ça a aussi affaire à la manière dans laquelle on a été éduqué. C'est comme le fait de communiquer ou pas ses sentiments, en fait, ou ses émotions. C'est quelque chose qu'on va apprendre dans notre enfance, notre adolescence, à l'école. Et je pense qu'il y a plein de choses qui vont nous aider ou nous desservir lorsqu'on grandit et que l'on apprend à communiquer. Si on a eu des cours où on nous apprend en fait à nous exprimer devant les autres, qu'on nous donne des techniques pour pouvoir pitcher ses projets, qu'on nous donne des outils pour construire des textes, pour savoir argumenter ses propos, pour pouvoir aussi attirer l'attention lorsqu'on parle, lorsqu'on fait un discours, par exemple. Ce sont des outils qui peuvent vraiment nous permettre d'avancer, d'évoluer et d'impressionner lors d'un entretien d'embauche, par exemple, de pouvoir vendre un projet. Tu le disais tantôt, mais il y a des manières... Il y a des personnes qui vont avoir... qui vont avoir une facilité de s'exprimer, même si le fond est nul. Et ça me rappelle quelque chose quand j'ai fait un bachelier en architecture d'intérieur, et je me rappelle de personnes qui avaient des projets parfois très basiques, très simples, qui n'avaient rien d'exceptionnel, on va dire, mais qui avaient une facilité à s'exprimer devant le jury, qui arrivaient à communiquer d'une manière telle leurs idées, leur manière de voir leur projet, qu'en fait, les jurys étaient impressionnés, ils étaient à l'écoute, ils étaient intéressés, en fait, parce que l'élève disait. Et puis, moi, j'avais cette problématique-là qui était que je n'arrivais pas à vendre ce que je faisais. Même si j'avais une bonne idée, j'avais du mal à l'exprimer, j'étais stressée s'il fallait parler devant les autres. Et en fait, une fois qu'on apprend à bien présenter un projet, moi, quand j'ai appris à pitcher un projet, je me rappelle lors d'une formation en Start Lab, j'ai appris à pitcher un projet. Et ça, c'était incroyable pour moi, parce que je me disais, waouh, en fait, il y a une manière de présenter son projet qui permet de le vendre plus facilement. Et en fait, ça nous donne une certaine confiance en nous, une confiance en nos capacités lorsqu'on a acquis ces outils et ces compétences. Et je pense que, justement, si on ne les apprend pas, il n'y a personne dans notre entourage qui nous explique comment présenter un projet, comment résoudre un conflit avec la communication, comment s'exprimer devant un public. En fait, on se rend compte qu'on n'arrive pas à parfois présenter des projets qui sont absolument incroyables. Et donc, c'est vraiment important, je pense, de pouvoir saisir les opportunités lorsqu'il y a des formations, des outils qui sont proposés, que ce soit à l'école, en dehors de l'école. Et justement, je ne sais pas si vous connaissez des initiatives ou des projets qui permettent d'acquérir ces compétences. Je ne sais pas si tu connais des projets ou des outils. Des projets,
Moi, il faut savoir que je fais partie d'un comité situé à Verviers. Et sans le vouloir, ça nous donne vraiment des compétences et ça nous pousse à pouvoir présenter un projet. Donc nous, on a un projet d'espace coworking et plusieurs fois, on est mené à faire des présentations, à prendre la parole sur peu importe la thématique, mais que ça soit devant une petite assemblée ou que ça soit devant des personnes beaucoup plus importantes ou autres. Et c'est vraiment des choses qui viennent et qui s'apprennent, mais au fur et à mesure de le faire. Et pareil, dans mon option, c'est des présentations, mais toutes les semaines. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est des personnes avec qui je les côtoie tous les jours, c'est des camarades de classe. Mais il y a toujours ce petit stress de est-ce que je vais bien le présenter? Est-ce que je vais réussir à captiver l'attention? Est-ce que ma posture est bonne? Est-ce que je parais pas si? Il y a beaucoup de questions qui nous viennent, qui, je pense, qui nous mettent au stress et qui va influencer notre manière de parler, de savoir bien articuler, de prendre notre temps, de choisir correctement nos mots, que ça soit aussi au niveau de notre posture. Le fait d'être bien statique, de montrer qu'on est juste stable, positionné au niveau de ses pieds. J'ai une prof qui nous disait être un arbre qui ne bouge pas lors d'une tempête. Et c'est vraiment être comme ça, c'est se dire que de ne pas bouger, de tenir la parole, d'avoir une bonne intonation, d'essayer de capter le regard de tout le monde. En fait, c'est ces petites choses-là qui font qu'on va réussir à capter l'attention de notre public. Et même si notre fond est bidon, ça passera. Ou sinon, un autre outil, c'est le théâtre. Le théâtre, je pense que ça permet à plein de jeunes ou à plein de personnes qui ont du mal à prendre cette parole, de prendre confiance en eux et de pouvoir s'exprimer de manière beaucoup plus libre et avec beaucoup plus de facilité. En tout cas, pour moi, ça a été le cas. Étant plus petite, j'étais beaucoup timide, fort introvertie et ça m'a permis... c'est une des choses qui m'a permis en tout cas de m'ouvrir plus et être beaucoup plus à l'aise. Et c'est intéressant ce que tu dis par exemple par rapport au théâtre, parce que quand on parle de communication, il y a aussi tous les concours d'éloquence. Le théâtre, c'est un très bon moyen aussi d'apprendre à s'exprimer devant les autres. Le fait aussi de créer des projets et de devoir les présenter devant un jury ou autre. Toutes ces choses-là sont vraiment importantes et il y a plein d'associations sur Bruxelles et en Wallonie qui nous permettent en fait d'acquérir ces compétences. Donc il y a les ambassadeurs d'expression citoyenne. Fontaine parlait de IM, Promo Jeune. Toi, tu parlais de l'ASBL où tu es bénévole SLM. Chez TIN aussi, on travaille quand on fait de la mise en projet avec les participants. On leur apprend, en fait, la veille de la présentation des projets, on leur apprend à pitcher leur projet. Même si c'est un projet à but social et que c'est un projet de, je sais pas, mise en place d'un potager durable dans un quartier pour favoriser la cohésion sociale, on leur apprend et ils apprennent entre eux à pitcher leur projet, à présenter et ils trouvent des manières de présenter leur projet. La dernière fois, j'ai un groupe de jeunes qui ont choisi comme méthode d'expression pour présenter leur projet une pièce de théâtre. Ils n'avaient pas forcément envie de présenter leur projet avec un PowerPoint, parce qu'on leur laisse vraiment le champ libre. Et ils ont dit, nous, on veut faire une petite scénette. Et c'est chouette parce qu'en fait, ils ont réussi à exprimer leur point de vue et le projet en fait, qu'ils voulaient mettre en place via en fait, cette pièce de théâtre. Et il y a tellement de méthodes de communication différentes. Et aussi ce que tu disais sur la posture, le fait d'occuper son espace, même en animation, en tant qu'animatrice, il y a des choses que je faisais, je me suis rendu compte que en tant qu'animatrice, rester statique, c'est bien parce que ça montre une position d'ancrage, mais que pour avoir l'attention des autres, il faut pouvoir se déplacer dans la pièce, il faut pouvoir regarder les gens quand on leur parle, les interpeller, aussi mettre l'intonation sur certains mots plutôt que d'autres. Toutes ces choses-là, en fait, on les apprend au fur et à mesure. Le langage, l'intonation, le
le fait de parler plus fort ou moins fort, tout ça, ça s'expérimente aussi. Et il faut pouvoir se casser la figure. Des fois, ça m'est déjà arrivé une fois d'un événement, je devais présenter un événement. J'ai vraiment fait ça d'une manière... Enfin, c'était horrible. J'ai vraiment pas été compétente du tout pour le coup. Mais ça a été une expérience d'apprentissage. Et au fur et à mesure, en fait, on arrive à maîtriser ces outils. Mais c'est en expérimentant qu'on les maîtrise et qu'on arrive plus loin. Non, ouais, c'est aussi en les testant de savoir en fait, ce qui nous met le plus à l'aise, ce qui nous facilite aussi et ce qui nous met de bonnes conditions. Moi, par exemple, je sais très bien que pour une présentation à l'école, si je sais que j'ai pas un minimum je me suis même pas minimum m'entraînée avant de pouvoir présenter, je sais que je vais aller, mais d'une manière pas confiante du tout, pas confiante de mon sujet. Et aussi, les présentations à l'école nécessitent des recherches. Je sais très bien que si mes recherches, je les ai bâclées et je ne connais pas mon sujet, je me mets dans des mauvaises conditions avant même. Donc ça, c'est des petits trucs en amont qu'il faut aussi préparer, se préparer avant. Et aussi, je pense que il faut avoir une certaine... en fait, se dire qu'on est capable. Et avant d'une présentation, avant un pitch, peu importe, je pense que un conseil, c'est de se dire, de partir avec une émotion positive. Se dire que j'en suis capable, je vais sortir de là, j'aurai tout cassé. Et en fait, le fait de se motiver comme ça, on va déjà aller avec une envie et des sentiments entre guillemets, de conquérir ce qui nous est présenté, quoi. Et on aura déjà une posture beaucoup plus confiante, on sera beaucoup plus confiant de nous, de notre projet, de ce qu'on présente. Et en fait, on va plus croire en nous, tout simplement. Et du coup, Amel, quels sont les conseils que tu pourrais donner aux étudiants et étudiantes qui nous écoutent pour justement maîtriser la communication dans le cadre scolaire, professionnel, lorsqu'il faut présenter un projet, réaliser une présentation sur un thème spécifique? Pour une présentation, en tout cas, moi, les tips que j'aime bien faire, c'est avant une présentation, je préfère que ma présentation, donc mon PowerPoint ou autre, soit carrée un jour avant. J'ai pas envie de me prendre la tête la veille à modifier certaines choses, à ne pas être sûre de ci, de ça, encore faire des recherches. Donc pour moi, je préfère vraiment que, au niveau du fond, que tout soit carré et que la forme, j'ai plus qu'à m'entraîner. Quelque chose que j'aime bien faire, j'appelle une connaissance à moi, un pote à moi, je le saoule et je lui fais j'ai une présentation, aide-moi. Et en fait, tout simplement, le fait d'avoir quelqu'un en face, je parle pas toute seule, donc je parais moins folle. Et je m'entraîne. Je m'entraîne et lui, pareil, il me dit il y a ça qui va, il y a ça qui va pas. T'es trop hésitante, ça se voit que tu connais pas trop ton sujet. Ou ah ouais, je trouve que ça, c'est pas mal. Donc, il me donne quelques conseils. Donc, j'ai un petit retour. Donc, ce qui me permet de, moi, m'améliorer juste avant. Aussi, ce que j'aime bien faire, donc tout ça, c'est vraiment en amont, c'est en fait décompresser. Parce qu'on est des étudiants, on sait très bien que des présentations, c'est pas fun. Souvent, c'est pour des évaluations, donc des poids, patati patata. Donc vraiment, c'est décompresser. Soit je regarde un film, mais souvent, c'est vraiment aller courir. Donc vraiment, c'est aller courir un petit tour, 20, 10, 15 minutes, tout dépend, pour vraiment en fait relâcher cette pression-là, ce stress qui est mauvais. Et sinon, le jour même, c'est en fait d'aller d'une manière très confiante. Me dire que je connais mon sujet, ma présentation, elle est faite. Je vais essayer de parler calmement parce que moi, mon plus gros souci, c'est de articuler et parler, parler calmement. Donc, d'être calme, posé, articuler, prendre mon temps. Mon sujet, je le connais. Et me dire que en fait, tout ce qui peut mal se passer, que ça passe pas. Et de toute manière, voilà, c'est juste des poids, quoi.
Et après se dire, c'est bon, la présentation, elle est finie. Tout, j'ai fait de mon mieux. Si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, bah, ça ne passera pas. Et c'est chouette ces conseils, surtout dans des présentations qui sont planifiées, on va dire. Donc là, c'est vraiment les choses que l'on peut faire pour permettre que notre présentation se passe bien. Donc tu as parlé de prendre soin de soi, de déstresser, vraiment de se concentrer sur soi-même, sur ses émotions, etc. avant la présentation, de pouvoir préparer son sujet en amont pour être sûr de le maîtriser, donc bien faire ses recherches. Voilà. Ensuite, tu parlais du fait de vraiment faire attention à son débit de parole, la manière dont s'exprimer de manière articulée, de savoir, en fait, de connaître ses faiblesses et aussi ses forces pour pouvoir estomper un peu les faiblesses lorsqu'on parle devant les autres et en même temps appuyer sur ses forces, les choses qu'on sait qu'on fait bien, la posture, voilà, se tenir droit, etc. Et alors s'entraîner. Et ça, c'est marrant parce que j'ai une professeure de français qui disait la même chose en secondaire. Entraînez vous-même devant votre chat, devant vos animaux de compagnie, vos hamsters, vos lapins, peu importe. Mais ça permet de s'entraîner en fait à regarder quelque chose, à lui présenter son sujet, etc. Et pas juste avec soi-même, ou alors de le faire devant un miroir pour s'entraîner. Dans le cas en fait, où on n'est pas du tout préparé, où on doit tout d'un coup réaliser une présentation, on nous passe un micro et on est là, on ne sait pas quoi faire. Moi, ça m'est déjà arrivé en animation, par exemple, de devoir faire de l'animation, remplacer un collègue ou une collègue qui est absent. Tout d'un coup, on nous demande de faire quelque chose, ou alors le contexte n'est pas du tout celui dans lequel on devait s'inscrire. Au lieu d'avoir 20 participants, on en a 5. Au lieu d'en avoir 5, on en a 25. Et là, il y a plein de petites choses que j'ai apprises sur le tas. La première, c'était de toujours se reposer sur ce qu'on connaît et ne pas s'aventurer dans des choses qu'on ne connaît pas et d'expérimenter des choses le jour même. Parce que parfois, ça peut justement foirer un petit peu l'activité. Toujours, on ne connaît pas le résultat de ça. Donc, il vaut mieux se baser sur des choses où on est sûr, surtout si c'est à l'improviste. Exactement. Et voilà, se baser sur des outils que l'on connaît déjà et des choses qu'on a déjà pu tester. La deuxième chose, c'est aussi de prendre son temps. De pas, si tout d'un coup, il y a un imprévu et que, en fait, au lieu de passer dans 30 minutes, vous passez dans 5 minutes. Et en fait, au lieu de stresser, de se stresser soi-même, d'avoir la boule au ventre, etc., et de dire « je sais pas quoi faire », etc., c'est le fait de se poser, de dire « ok, là, c'est un imprévu, je n'avais pas prévu d'être dans cette situation-là, je respire, je me pose, qu'est-ce que là, je peux faire pour me faciliter les choses, là, dans 10 minutes, au lieu de dans 30 ou 1 heure ». Et donc, c'est vraiment de voir, ok, je commence par quoi ? Donc, avoir un plan, avoir une petite note, une petite carte, un planning défini. Moi, ça m'arrivait aussi quand j'étais pas forcément préparée et que je devais donner un atelier à 1, 2, 3 classes. Ce que je faisais, c'est que sur le chemin pour aller dans l'école, je lisais en fait le déroulé. Je me refaisais le déroulé dans ma tête en sachant combien de minutes ça allait devoir prendre à chaque fois. Et j'essayais de me dire, ok, quel est l'objectif de cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là. Donc, par exemple, l'année dernière, je donnais un atelier en Allemagne, dans une école, et je devais donner atelier en anglais. Déjà, atelier en anglais, c'est difficile parce que c'est pas ma langue maternelle. Je parle français et je donne animation en français. Donc, il y a déjà cet aspect de je dois parler dans une langue qui n'est pas ma langue maternelle et je dois discuter d'un sujet spécifique dans cette langue-là. Donc, je dois pouvoir maîtriser le vocabulaire de ce sujet spécifique. C'était la communication non violente, d'ailleurs, dans le cadre de la construction de la paix entre les nations, etc. Et en fait, on nous avait donné un déroulé avec des exercices à faire avec les jeunes qu'on devait connaître, et on devait connaître des définitions, etc.
et on n'est pas censé connaître les choses par cœur, mais on est censé les maîtriser assez bien que pour pouvoir les expliquer si un des élèves en fait, nous dit « en fait, j'ai pas compris ». Et donc, il fallait adapter son vocabulaire aussi. Donc, le vocabulaire anglais qui était posé sur papier n'était pas le même que j'utilisais avec les jeunes parce qu'en fait, ils avaient tous des niveaux d'anglais différents, ils venaient tous de pays différents. Et je me rappelle qu'on n'était pas du tout... Enfin, il y a plusieurs d'entre nous, des facilitateurs, on n'était pas du tout préparés. Notamment parce que... en fait, on n'avait pas eu le temps, on avait nos vies à côté, on n'a pas eu le temps de regarder le déroulé. Et je me rappelle, on a tous donné une première fois l'atelier. Chacun, on avait nos classes. Et ça s'était pas forcément... Enfin, si, ça s'était bien passé, mais c'était pas les animations les plus incroyables qu'on avait pu faire dans nos vies. Et puis, en fait, on s'était réunis tous ensemble. On avait discuté de ce qui fonctionnait chez l'un, chez l'autre ou pas. On s'était chacun donné des conseils. Et puis, on était repartis avec les conseils. Et en fait, à force de le donner, d'expérimenter cet atelier, en fait, à la fin de la journée, on maîtrisait l'atelier. Et en fait, il y a des choses qu'on faisait au début, qu'on faisait plus après. Et donc, c'est vrai que s'entraîner, en fait, c'est la meilleure des choses possibles lorsqu'on communique avec les autres. Mais tu m'avais demandé au niveau de la communication professionnelle, ou même, je pense, la communication en temps général. Je trouve que un des points qui est important, c'est que, en fait, on n'écoute pas. On n'écoute pas l'autre. Et lorsqu'on écoute, on n'écoute pas pour essayer de comprendre. Ben, en fait, on écoute pour répondre. Pour répondre à ce que la personne, elle nous dit, ou à un point qui nous intéresse, ou à quelque chose qui est contre ou qui va à l'opposé de ce qu'on pense. Et je trouve que c'est dommage parce que, en fait, juste le fait des fois se poser en tant que comme écoute, avoir une écoute active, écouter l'autre, essayer de comprendre en fait ce que l'autre essaye de passer, de nous faire comprendre comme message ou autre, ben, ça change tout et je pense que ça permettrait de diminuer certains malentendus qu'il y a avec les personnes. Et aussi un autre truc qui est important, c'est en fait, après une conversation, ou même après un meeting ou autre, c'est de pouvoir en fait reformuler ce que la personne elle nous a dit pour vraiment comprendre et voir si on a bien compris ce qu'elle essaye de nous faire passer et voir s'il y a pas un malentendu. Et si ben, c'est le cas, ben, la personne a la possibilité de rectifier. Et je trouve ces deux points, pour une bonne communication et une bonne compréhension, ils sont hyper importants. Et est-ce que justement, tu as déjà eu des situations, que ce soit dans ta vie professionnelle ou personnelle, où soit toi, tu te dis j'aurais pu faire preuve de plus d'écoute et de compréhension, et je pense que ça... Enfin, je sais pas, ça n'a pas permis de résoudre un conflit, ou est-ce que tu as déjà été dans une situation où en fait, la personne en face de toi, justement, ne maîtrisait pas ses compétences en fait, d'écoute active et de compréhension? Ça m'est déjà arrivé où il y a des personnes qui pour elles, elles avaient raison, et peu importe ce que j'avais beau dire, c'était leur point de vue, et que j'étais dans le mauvais chemin, quoi. Alors que alors qu'il n'y avait pas de raison ou tort, et que moi je lui disais que voilà, moi c'était mon point de vue, je comprenais son point de vue à elle, et mais pour elle c'était non, il fallait que j'aille dans son sens. Et pour moi vraiment, avec ce genre de personnes, en fait elles sont totalement fermées à tout type de communication, elles veulent pas le parler, pour elles c'est son point de vue et rien d'autre. Pour moi je trouve qu'il y a rien à en tirer. C'est triste à dire, mais c'est parler à un mur. Et en fait, juste pour leur donner raison et pour pas perdre mon énergie, je lui fais oui, t'as raison, ok, c'est bon, la conversation, elle est finie comme ça, et puis c'est tout. Et c'est dommage parce que c'est ce genre de personnes-là, il n'y a pas la possibilité de construire ou essayer de chercher, euh, ou même pas essayer d'avoir un esprit ouvert, en fait. Et je trouve que en fait, c'est intéressant de, des fois, juste se positionner, se dire,
oui, ok, j'ai ma manière de penser, j'ai cette vision des choses-là. Toi, tu as cette vision des choses-là, mais en fait, je suis ouverte à ce que toi, tu m'en parles et vice-versa. Et pas, en fait, à la fin de se dire, c'est bon, il va, entre guillemets, se reconvertir à ma vision des choses, il va penser comme moi, j'ai réussi, j'ai gagné, etc. Alors qu'une une discussion peut se finir dans le sens où je lui ai fait part de mes choses, je lui ai fait part de mes visions, de mes pensées. Maintenant, elle sait comment je pense, à elle de voir ce qu'elle va en faire. Et même peut-être, elle va se dire, ah, mais il y a certains points, j'aime bien, je trouve que c'est hyper intéressant. Et en fait, elle va les intégrer dans sa vie, tout simplement, et vice-versa. Mais, euh, mais ça me fait penser un peu à la communication non violente, où en fait, justement, en fait, les conflits, il y a souvent... alors, comme tu dis, en fait, il faut que les deux personnes, en fait, elles soient ouvertes à comprendre le point de vue de l'autre, ouvertes à ce qu'il y ait une discussion et une médiation, mais aussi ouvert à la critique et au fait de se dire, en fait l'un comme l'autre, sommes capables de faire du mal à l'un et à l'autre, et en fait, il faut pouvoir prendre ses responsabilités. Euh, et c'est vrai il faut pouvoir chacun se mettre à la place de l'autre et développer son empathie pour l'autre aussi. Mais dans la communication non violente, il y avait cette idée que, en fait, il y a quatre étapes. La première, c'est de pouvoir dire quels sont les faits, sans forcément y apporter l'aspect émotionnel. Donc on vient, on dit voilà, par exemple, je sais pas, on est colocataire et en fait, moi je fais jamais la vaisselle et toi en fait à chaque fois que tu rentres du travail, tu dois faire la vaisselle à ma place. Et donc du coup tu perds de l'énergie et en fait à chaque fois tu fais ma vaisselle. La première chose que tu vas faire dans la communication non violente, c'est dire voilà, la vaisselle n'est pas faite. Il y a un amas de vaisselle dans l'évier à chaque fois que je rentre. Ça, c'est les faits. Il n'y a pas d'émotion dedans. Ensuite, tu dis, enfin, l'autre personne dit peut-être, ben voilà, moi, le fait que je constate, c'est que je n'ai pas le temps de faire la vaisselle. Ok. Ensuite, chacun allait exprimer vos émotions. Ben, moi, je me sens frustrée ou je me sens voilà, fatiguée parce que en fait, je dois toujours faire la vaisselle et ça me met en colère parce que c'est pas ma vaisselle. Et puis moi, je vais te dire, bah, moi, je me sens, je sais pas, dépassée parce qu'en fait, j'ai tellement de choses dans ma vie que j'arrive pas à faire la vaisselle. Tu vois. Ensuite, c'est quoi le besoin de chacune? Il y en a une, ben, clairement, elle a besoin que l'autre fasse sa vaisselle et que l'autre prenne soin en fait de l'espace commun. Et l'autre, elle a besoin de quoi? Elle a besoin d'avoir plus de temps en fait pour pouvoir euh, faire sa vaisselle. Et donc à la fin, il y a la résolution du conflit qui est mais quelle est ta demande? Donc la personne qui a peut-être moins de temps va peut-être te dire est-ce que c'est OK qu'on mette en place un système où je sais pas, enfin, elle va peut-être te dire on achète un lave-vaisselle et alors c'est réglé, tu vois. Mais elle peut aussi te dire voilà, est-ce que c'est OK si un jour sur deux, on fait la vaisselle et comme ça, je sais que ces jours-là, moi, je dois pas la faire et tu la fais pour nous deux, ce qui fait que j'ai plus de temps pour telle et telle autre tâche. Et toi, en fait, tu sais qu'il y a des jours spécifiques où l'autre personne fera, enfin, où je ferai la vaisselle et donc, du coup, c'est bon, c'est réglé, tu vois. Et donc, de nouveau, dans la communication non violente, même si elle est pas applicable à toutes les situations, il y a cet esprit de on travaille ensemble pour trouver une solution et on essaye chacun de comprendre la situation de l'autre et l'émotion de l'un et de l'autre. Ce qui n'est pas toujours le cas. Et aussi, on laisse en fait, l'autre exprimer, laisser la possibilité de l'autre exprimer ce qu'elle ressent et ce qui la contrarie ou autre. Des fois, on est là et en fait, comme un animal qui est prêt à mordre, on est là, on est d'attaque. On laisse pas l'autre s'exprimer, on laisse pas l'autre dire ce qu'elle ressent. Et ce qui mène encore plus de frustration chez l'autre parce qu'elle est là, elle se dit mais oui, mais moi, ça me blesse, oui, j'ai ça, mais elle me laisse même pas en fait m'exprimer, elle me laisse même pas pouvoir lui dire ce que je ressens, qui peut-être va forcément changer la situation. Non, clairement. Et voilà.